37 Palestinian kids were killed. De condamner comme une organisation. Depuis plus d'un mois, on a l'impression de voir toujours les mêmes débats entre pro-palestiniens et pro-israéliens, où chaque côté est de mauvaise foi. D'un côté, on a les pro-israéliens qui nous expliquent que tapisser de bombes des endroits bourrés de civils, des hôpitaux, des ambulances, des écoles, eh bien, ce n'est pas si grave par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre, parce qu'il n'y aurait pas l'intention de tuer. D'un autre côté, les pro-palestiniens nous expliquent qu'ils sont du côté de la résistance palestinienne, dont le principal acteur est le Hamas, mais qu'ils ne soutiennent pas le Hamas. Et ces débats tournent en boucle. D'un côté, on va demander aux pro-palestiniens d'éclaircir leur position sur le Hamas. Bonjour et bienvenue dans les 4V, Manuel Bompard. Bonjour. Plus de 700 morts, plus de 2000 blessés selon un dernier bilan. Quel est votre degré de condamnation de l'attaque qui a visé Israël ce week-end ? De l'autre côté, on va demander aux pro-israéliens d'arrêter leur deux poids deux mesures sur les morts civiles et de condamner les crimes de l'armée israélienne. Est-ce que vous condamnez les tueries des Israéliens à Gaza ? Alors la question se pose, pourquoi ce débat n'avance-t-il pas ? Pourquoi ne voit-on pas émerger une position qui dépasse l'opposition entre les deux camps et qui dépasse leur mauvaise foi ? Pourquoi ne trouve-t-on pas de compromis ? Parce que là, tel que c'est parti, ça peut encore durer des mois et des mois comme ça, sans que rien n'avance. Personnellement, j'ai pas mal réfléchi à cette question, et ce qui m'a le plus aidé, ce sont les analyses d'un philosophe et militant anticolonial du XXe siècle qui s'appelle Trinh-Duc Thao. Au niveau philosophie, on en reparlera dans d'autres vidéos, car Trinh-Duc Thao, c'est un des plus grands spécialistes de la pensée d'Husserl, et c'est un grand philosophe marxiste. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse plus, c'est son parcours et ses réflexions sur le colonialisme. Donc, on va parler de ses travaux qu'il a écrits en 1946, peu après l'indépendance du Vietnam, qui est son pays d'origine, et on va voir que ces réflexions sont aujourd'hui encore d'actualité, notamment au sujet de la situation coloniale en Palestine. Malheureusement, l'histoire semble se répéter, et les réflexions élaborées par Thao en 1946 sont toujours aussi éclairantes. Pour faire un peu de contexte et mieux comprendre tout ça, Trinh-Duc Thao naît en Indochine française en 1917. C'est un excellent élève, un excellentissime élève, et il va avoir une des rarissimes bourses d'études pour aller étudier en métropole en 1936. Après ces années de classe préparatoire, il va être admis au rang de 2e bis à l'école normale supérieure en 1939, puis de premier ex aequo à l'agrégation de philosophie externe. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le niveau de ces concours, on voit que c'est solide, sauf qu'évidemment, comme c'est un Vietnamien, comme il n'est pas français, il est noté non classé à ces deux examens, parce qu'il faudrait quand même pas que Jean-E de le petit français se fasse passer devant par un vulgaire Vietnamien. La méritocratie républicaine, c'est bien, mais ça a des limites. Bref, Thao marque les esprits partout où il passe. Son ancien camarade de l'ENS, Jean-François Revel, explique que pour ses camarades de normale supérieure, donc quand même des gens qui savent un peu de quoi ils parlent quand ils parlent de philosophie, des gens qui ont passé un des concours les plus compliqués en France, le prenaient pour un demi-dieu de la pensée. Le préfet de police, qui le surveillait pour ses activités anticoloniales dont on va parler après, le décrit comme ceci dans une note qu'il adresse au ministère de l'Intérieur et au ministère des Colonies le 8 octobre 1945. Il s'est fait remarquer au cours de ses études, outre par ses qualités intellectuelles, par sa tenue morale toujours impeccable. Ce philosophe de très grande valeur est en effet doublé d'un saint. Il a continué à mener à Paris, et ce malgré les difficultés les plus invraisemblables qu'il a rencontrées, une vie de moine portant ses scrupules jusqu'à continuer à se nourrir à la manière de ses ancêtres, à se vêtir comme eux, à faire ses prières ainsi que sa religion le lui imposait. De là le prestige considérable qu'il a acquis dans les milieux indo-chinois de Paris, porté peut-être plus à admirer le moine que le philosophe. Donc Thao, en plus d'être marquant par sa personnalité et aussi par ses grandes qualités philosophiques, était un Vietnamien qui ne reniait pas ses racines. Pourtant, il avait atteint ce que peu de métropolitains pouvaient atteindre, une des écoles les plus prestigieuses de la métropole, mais ce n'est pas pour autant qu'il crachait sur son pays d'origine ou qu'il oubliait d'où il venait. Personnellement, quand je l'imagine habillé en vietnamien traditionnel dans le Paris des années 40, je me dis que ça devait dénoter et je pense que Gérald Darmanin dirait que ce n'est pas une tenue très républicaine, voire que Trinh-Duc Thao est un séparatiste. Cet attachement au Vietnam explique en partie son engagement dans le mouvement anticolonial vietnamien, dans lequel il va prendre la tête assez rapidement de la délégation générale des Indo-Chinois.
une sorte de collectif anticolonial d'Indochinois en métropole. Il faut comprendre que cette période de la Seconde Guerre mondiale est particulièrement importante pour les mouvements anticoloniaux et notamment celui vietnamien. Parce qu'après avoir utilisé des dizaines de milliers de tirailleurs indochinois, la France va remercier l'Indochine en la livrant aux Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, sans résistance ou presque, ce qui va conduire à souder encore plus les Vietnamiens contre les colons français qui les ont abandonnés à un nouvel envahisseur. Au sortir de la guerre, le Japon quittant l'Indochine, et l'administration française étant particulièrement affaiblie en Indochine parce qu'elle avait laissé la main à l'envahisseur japonais pendant toute la Seconde Guerre mondiale, Ho Chi Minh, le dirigeant du Viet Minh, l'alliance de résistance vietnamienne, déclare l'indépendance du Vietnam le 2 septembre 1945. C'est alors que commencent les ennuis en métropole pour Tran Duc Thao, qui prend la défense d'Ho Chi Minh publiquement, qui prend la défense de l'indépendance du Vietnam et qui revendique la nécessité de la lutte armée au nom de la délégation française des Indochinois. Ça encore, pour Gérald Darmanin, c'est très peu républicain. S'ensuit quelques jours après, le 23 septembre, une diffamation publique dans un journal qui s'appelle L'Intransigeant, où un journaliste va affirmer que Tran Duc Thao aurait collaboré avec les Allemands et avec les nazis. C'est absolument faux, mais dans ces situations où on doit lutter contre un colonisé qui se rebelle, c'est toujours bon de le diffamer et de dire qu'au fond, c'est peut-être déjà un nazi. La répression va aller jusqu'à l'emprisonner avec 51 de ses camarades le 5 octobre pour atteinte à la sûreté de l'État et tentative de séparatisme. Je vous le disais, c'est pas très républicain, donc c'est séparatiste. Il sortira en dernier de prison le 16 décembre, faute de preuves contre lui. Ça vous rappelle rien, ça, des diffamations contre des opposants politiques ? Les propos de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis ces derniers jours sont des propos antisémites, parce qu'antisionistes. Donc c'est lui qui est antisémite aujourd'hui. Mais il l'est, mais écoutez... Ça vous rappelle rien, la traque des opposants au régime colonial ? J'ai entendu des cris, j'ai vu Sarah par terre et ils ont emmené Mariam brutalement dans la voiture. Ils étaient en civil, il n'y avait aucun signe distinctif, la voiture était banalisée et quand on s'est approché de la voiture avec Véronique pour essayer de les empêcher de partir, ils nous ont repoussés. Et le temps que je comprenne, sans rien dire, y a deux gars qui me sautent dessus, j'ai pensé à Mariam. Donc j'ai essayé de m'accrocher en me disant que si on se serrait bien l'une contre l'autre, ce serait plus difficile pour les agresseurs de manœuvrer. C'était totalement un enlèvement hyper brutal. C'est dans ce contexte que Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et Merleau-Ponty vont donner une tribune à Tran Duc Thao dans Les Temps modernes, leur revue qui est particulièrement influente à l'époque. Et sincèrement, c'était courageux, on les en remercie, parce que c'était tellement compliqué de publier Tran Duc Thao à l'époque qu'ils ont été obligés de le faire dans une rubrique témoignage des temps modernes avec un gros pavé d'avertissement avant pour dire que Tran Duc Thao dit ce qu'il veut, mais la revue ne se tient pas garant de ce qui est écrit, blablabla. Vous imaginez, c'est littéralement Jean-Paul Sartre et Merleau-Ponty, c'est pas n'importe quoi. Cet article de février 1946 s'appelle « Sur l'Indochine » et il est extrêmement intéressant pour comprendre ce qui se passe actuellement et ce pourquoi on en est arrivé à des débats qui tournent en boucle et à des gens tellement de mauvaise foi qu'ils considèrent que fuck antisémitisme, ça veut dire « je soutiens l'antisémitisme ». Alors il faut dire que sur la gauche, il était inscrit « décolonisons la médecine ». Sur la droite, « fuck antisémitisme, free Palestine, fuck apartheid » avec un drapeau palestinien. Pour ceux qui doutent sincèrement, petite explication de texte. Fuck antisémitisme veut dire ici j'emmerde ceux qui luttent contre l'antisémitisme parce que je revendique l'être. Dans son article, Thao montre que les Français et les Annamites, c'est-à-dire les Vietnamiens, tirent à partir des mêmes faits des conclusions différentes et opposées. Par exemple, quand les Français, les colons, considèrent qu'ils ont construit des routes et des écoles en Indochine, et que les Indochinois et les Vietnamiens sont quand même particulièrement ingrats de ne pas les en remercier, les Vietnamiens considèrent, eux, que, au fond, ces routes ne servent que pour exporter du riz qu'ils ne pourront pas manger, et que de toute façon, il n'y a que les Français qui ont des voitures et que ça ne sert qu'à eux. Au niveau des écoles, ils vont considérer que avant, il y avait un système d'éducation traditionnel qui permettait d'apprendre à lire à quasiment
tous les Vietnamiens, et que ce système d'éducation avait été interdit par la France pour pouvoir inculquer plus de culture française aux Vietnamiens. Sauf que ces systèmes d'éducation traditionnels n'ont pas été remplacés par des écoles pour tout le monde, mais des écoles pour 20% de la population, pour pouvoir former les gens qui vont servir à la France, par exemple des administratifs ou des gens qui vont avoir besoin de savoir lire des plans ou des choses du genre, mais 80% de la population reste sans école. Tao prend plein d'exemples et va montrer que cette opposition de point de vue est comme ça sur littéralement tout. Je cite: « Il est difficile, quand on a quelque peu l'expérience des discussions sur le problème indo-chinois, d'espérer arriver, nous n'osons pas dire à un accord, mais seulement à une compréhension. Les mêmes arguments reviennent de part et d'autre avec une régularité fatigante, une sincérité souvent réelle et toujours le même insuccès. Les mots ne semblent pas présenter le même sens pour l'anamite et pour le français. Et la discussion s'achève en général sur l'accusation de mauvaise foi. Comment ne pas penser au débat d'aujourd'hui où d'un côté un pro-palestinien va vous présenter Israël comme un état d'apartheid, colonisateur par essence, violent par essence et dirigé par une extrême droite fasciste? Vous êtes des soutiens de l'apartheid et des soutiens du génocide qu'est en train d'organiser l'État d'Israël. Et de l'autre côté, un pro-israélien va vous présenter Israël comme la seule démocratie du Moyen-Orient dont l'armée serait la plus morale du monde. Madame la Première ministre, la guerre sera longue. Est-ce que vous pouvez m'assurer que la France rendra directement le Hamas de la sécurité de nos otages? Que la France fera confiance à Tsahal, l'armée la plus morale du monde? Mais là où c'est intéressant, c'est que Tao ne prétend pas que cette opposition de point de vue pourrait être résolue par un débat, par la raison, par la logique. Ces deux visions du monde sont opposées. On ne peut pas présenter à la fois Israël comme étant la seule démocratie du Moyen-Orient dont l'armée serait la plus morale du monde, voire comme un projet décolonial. Il y a quand même une intervention de l'extérieur. Il y a une intervention de l'extérieur, mais la légitimité et la démarche qui a été celle de la création de l'État d'Israël à l'origine, quelles que soient d'ailleurs toutes les erreurs qui ont été commises et toutes les choses et toutes les injustices qui ont été perpétrées, était un projet précisément d'émancipation et d'autodétermination des peuples qui s'inscrit plutôt dans les luttes décoloniales et dans les luttes de liberté et de droit à l'autodétermination, comme en parlait Raphaël. Et à la fois comme un État d'apartheid, colonisateur par essence, dirigé par une extrême droite fasciste. Il n'y a pas d'accord possible entre ces deux visions du monde, entre celle du colon et celle du colonisé. Et Tao va nous expliquer pourquoi. L'opposition est radicale, fondée sur le mode d'existence, sur deux manières de vivre et de comprendre le monde. Il ne s'agit pas de discuter sur tel ou tel fait particulier. La discussion elle-même ne servirait à rien, puisque chaque fait s'interprète, se perçoit de manière différente. Les arguments que donnent les anamites en faveur de l'indépendance, en pénétrant dans l'horizon du français, prennent immédiatement un sens tel qu'ils excluent justement cette même indépendance. C'est un malentendu radical qu'aucune explication ne saurait dissiper, parce que toutes les phrases sont comprises dans un sens opposé à celui dans lequel elles ont été prononcées. Quand l'un dit liberté ou progrès, l'autre entend liberté ou progrès à l'intérieur du système français. De sorte que pour que le Vietnam soit libre, il faut d'abord qu'il reste dans ce système au besoin par la force. Le dialogue est un perpétuel quiproquo, un malentendu total et sans remède. L'opposition est antérieure au discours, aux sources mêmes de l'existence, là où se détermine d'ores et déjà le sens possible des mots. Ce que nous explique Tao, c'est que le dialogue est impossible car l'opposition est antérieure au discours, aux sources mêmes de l'existence, là où se détermine d'ores et déjà le sens possible des mots. Chaque fait, chaque situation, chaque affirmation est interprétée selon une certaine vision du monde, selon un certain système de valeurs qui est conditionné par les conditions d'existence de la personne qui l'interprète. Or, quand un colonisé utilise un argument avec sa vision du monde conditionnée par son état de sujet colonial, le colon l'interprète avec sa vision du monde de colon et n'accepte pas l'argument. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Il n'y a pas de fait en soi dont l'interprétation serait purement objective, indépendamment de système de valeurs. Dans la réalité concrète, chaque fait est toujours fait à l'intérieur d'un système de valeurs. On ne peut pas l'extraire et prétendre être objectif comme le font certains propagandistes. Personne n'est extérieur au système de valeurs car tout individu a une certaine existence dans une certaine communauté, dans une certaine société. Ceux qui vous font croire qu'ils sont objectifs et qu'ils sont neutres vous mentent, consciemment ou inconsciemment, pour vous faire adhérer à leur propre système de valeurs et à leur propre vision du monde. Et ce qui est super intéressant dans l'article de Tao, c'est qu'il va aller jusqu'à nous montrer d'où provient la vision du monde de chaque individu et donc son système de valeurs. Le sens des existences est antérieur aux arguments par lesquels on peut le justifier.
La notion de devoir ne signifie rien en dehors d'une communauté à laquelle on appartient d'ores et déjà. On ne peut pas persuader quelqu'un d'entrer dans une communauté parce que toutes les raisons qu'on pourrait en donner présupposent qu'il en fait déjà partie. Le projet qui se dessine devant lui, comme ayant un sens pour lui, ne peut viser que la communauté dans laquelle il se sent exister. Un tel sentiment définit l'être même de son existence, ce qu'il est pour lui-même, ce sans quoi il n'existerait plus. Pour Tao, l'existence se fonde sur la communauté à laquelle on appartient. C'est-à-dire que notre rapport au monde, notre vision du monde, notre système de valeurs se rattache à la communauté par et pour laquelle on existe. Pour lui, c'est la communauté vietnamienne. Pour Rima Hassan, c'est la communauté palestinienne. Et l'appartenance à ces communautés fait voir le monde comme des lunettes avec un filtre d'une certaine couleur. Quand Rima Hassan apprend un événement, quand elle entend un certain discours, elle l'entend toujours à partir de sa vision du monde qui se rattache à sa communauté, à la communauté palestinienne. Quand Meyer Habib apprend le même événement, quand il entend le même discours, il entend l'inverse de Rima Hassan parce qu'il l'interprète avec sa vision du monde de franco-israélien. Mais alors vous allez me dire, en fait c'est juste du communautarisme ton truc. Les gens doivent vivre avec leur vision du monde centrée sur leur petite communauté et ils ne peuvent pas sortir de leur communauté ethnoculturelle. Et bien justement, Tao répond à cette accusation et il va montrer comment on peut dépasser cette opposition communautaire entre ce qu'il nomme les existences. Cela ne signifie nullement que les existences soient irréductiblement à part, mais simplement qu'on ne les gagne pas sur le plan du pur concept. Si la France avait véritablement absorbé l'Indochine dans une vie plus large, aucun anamite ne penserait à revendiquer l'indépendance. Mais la colonisation n'est qu'une forme particulièrement perfectionnée du capitalisme comme exploitation de l'homme par l'homme. Le dépassement de l'opposition entre colons et colonisés ne peut se faire par le discours, parce que cette opposition prend racine dans ce qu'il y a de plus profond dans leur existence. Tant qu'une communauté est colonisée par l'autre, c'est-à-dire tant qu'une existence considère l'autre existence comme inférieure ou à éliminer, la discussion ne mènera jamais à rien. La seule solution, dit Train Duc Tao, si on avait voulu éviter la violence qu'il y a eu pendant la guerre d'Indochine, c'était d'absorber l'Indochine dans une vie plus large. C'est-à-dire, non pas de soumettre l'Indochine par la force, dans la colonisation comme on l'a fait, mais plutôt de la dépasser dans une communauté de coopération mutuelle avec la France. Une communauté d'égal à égal où l'Indochine n'aurait pas été subordonnée à la France. Cela aurait permis d'agir directement sur les existences et d'abolir l'opposition entre les existences vietnamiennes et françaises, colonisées et colons. Dans le cadre israélo-palestinien, ça pourrait prendre la forme d'un seul État laïque, de la mer au Jourdain, comme on l'entend souvent, avec une coopération des musulmans, des juifs et des chrétiens. Même si malheureusement les événements actuels nous écartent chaque jour un peu plus de cette perspective, si l'Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid, a réussi à s'en sortir et à avoir un État pour les Noirs et les Blancs en même temps, pourquoi pas la Palestine ? Dans tous les cas, une chose est sûre, si les discussions de plateau ne feront sûrement pas avancer les choses, seules les décisions politiques ou militaires peuvent faire avancer la situation en bien ou en mal. Bref, c'était un premier épisode d'une série de vidéos sur ce sujet de la colonisation, notamment en Palestine parce que c'est l'actualité. J'essaie de le traiter un peu différemment de ce que vous pouvez voir sur d'autres chaînes parce que il y a déjà des très bonnes vidéos, par exemple sur l'histoire de la colonisation palestinienne. Il y en a une sur Parole d'honneur avec Wissam, il y en a une chez Histoire Crépue. Vous pouvez aussi avoir plein de vidéos d'actualité sur le 7 octobre ou des choses comme ça. Donc moi j'essaie vraiment de vous apporter une vision des choses et des informations que vous n'aurez pas ailleurs, notamment avec un auteur que j'affectionne particulièrement et que je trouve extrêmement intéressant actuellement pour interpréter la situation, qui est Train Duc Tao. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater le prochain épisode. Et puis n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. Je vous mets les liens dans la description parce que ça nous permet d'améliorer la qualité des vidéos. Vous avez vu que c'est quand même plus joli qu'avant. On va continuer à faire ça. On va acheter du matos. Ça permet aussi de rémunérer le miniaturiste qui fait un travail de dingue et qui est obligé d'avoir un boulot chez Domino's en plus de son freelance et plein de choses comme ça. Moi, j'ai un travail. Je n'ai pas besoin de cet argent, donc je ne prendrai aucun argent sur le Tipeee ou sur les revenus YouTube ou des choses du genre. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous laisse en compagnie de Train Duc Tao. La situation du colonisé est telle qu'il l'éprouve irréductiblement dans le sentiment d'appartenir à une autre communauté que celle du vainqueur. Il ne peut pas se sentir solidaire parce qu'effectivement il est écrasé dans son existence. Il est inutile dans ces conditions de vouloir lui démontrer ce qu'il ne sent pas. Toutes les raisons prennent un sens opposé à celui qu'on voulait leur donner. Il aurait fallu
quand il en était encore temps, l'élever effectivement dans son existence. Non pas évidemment en prenant quelques individus, mais la communauté tout entière. Car vouloir gagner quelques-uns tout en écrasant la masse, c'est leur demander une trahison. Il y a une communauté originelle, celle à laquelle on appartient par sa naissance et son éducation première, qu'on ne peut pas abandonner parce que par elle, chacun de nous plonge dans les racines de l'existence. C'est cette totalité qu'il faut absorber dans son être effectif, en la faisant s'épanouir dans une vie supérieure. Mais la chose n'était pas possible en régime capitaliste. Le peuple anamite a acquis la conscience absolue qu'il ne peut se développer pleinement que dans l'indépendance en s'intégrant à la communauté internationale. Les discussions n'ont alors d'autre sens que de refléter le conflit des existences dont l'une empiète sur l'autre, et justifie son invasion en considérant l'autre, a priori, comme une partie de soi-même. Tous les arguments qu'on donne pour appuyer les droits de la France, routes, écoles, etc., présupposent qu'on s'est placé d'ores et déjà dans un horizon où le Vietnam s'interprète immédiatement comme un membre de la communauté impériale. Les faiblesses et les défaillances pourront alors s'excuser et se comprendre comme un appel au travail en commun. Mais un horizon ne s'impose pas du dehors, il surgit du dedans quand on a fait la conquête des cœurs. Cette conquête ne peut réussir par des paroles, mais par une élévation de la condition effective. On se sent tel qu'on est effectivement. Le fait que tous les anamites, en ce moment décisif, témoignent désespérément de leur volonté d'indépendance, montre que leur existence effective n'a pas été élevée, mais écrasée, et qu'elle a toujours été vécue comme séparée. Dès lors, la lutte qui se poursuit à l'heure actuelle ne peut se comprendre que comme l'agression d'une existence sur une autre existence. Dans un conflit de ce genre, il est inutile de chercher un accord par la raison. L'ordre des raisons ne fait qu'exprimer l'ordre du cœur.